L'armée peut gérer quasiment à elle seule l'intégralité de cette crise sanitaire. Et c'est donc ce que réclame, pour l'instant en vain, le ministre de la Défense, Naftali Bennett. Maxime Pérez, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Est-ce que l'armée israélienne est en passe de remplacer le ministère de la Santé dans la gestion de la crise du coronavirus ? Écoutez, ce qui est clair, c'est que l'implication de l'armée dans la gestion de cette crise est de plus en plus importante. Au début, on a vu le Picou d'Aoref, la défense passive mobilisée dans les centres d'appel du Magen David Adom, l'aménagement d'hôtels en hôpital pour les malades du coronavirus. Ensuite, Tsahal a créé son propre laboratoire de dépistage, a pris en charge les personnes âgées en leur acheminant aux plus démunis d'entre elles de la nourriture et des médicaments. Et désormais, c'est une nouvelle phase de cette implication qui démarre ce matin. D'ailleurs, on appelle l'opération qui va débuter Keren Laser, qui implique la mobilisation de soldats de la division commando, de Golani, du corps de blindés même, dans des villes comme Nebrak qui sont soumises à un blocage, et comme le seront certainement d'autres localités ou quartiers de grandes villes israéliennes dans les prochains temps. Ça fait au total 15 000 soldats israéliens et 1000 véhicules qui sont mobilisés. Mais l'armée peut faire beaucoup plus que ça. Et comme le répète Naftali Bennett. Oui, alors effectivement, on assiste à une sorte de bras de fer entre le ministère israélien de la Santé et celui de la Défense, ça depuis on va dire même presque depuis plusieurs semaines, depuis quasiment le début de la crise. Et Naftali Bennett propose des solutions qui semblent être plus concrètes, plus facilement réalisables par le ministère de la Défense que par le ministère de la Santé. Est-ce que effectivement, vous qui connaissez bien l'armée israélienne, Tsahal a la possibilité de gérer la crise de manière plus efficace que ne le fait actuellement le ministère de la Santé ? Oui, bien sûr, parce que la spécialité de l'armée de Tsahal, c'est de se préparer à des scénarios catastrophes, y compris dans l'arrière-front, comme on le voit en ce moment, où l'armée est la plus active, et que ce soit en cas de guerre ou lors de tremblements de terre, tous ces scénarios, ils sont préparés à l'avance. L'appui logistique qu'offre actuellement Tsahal aux autorités locales dans différents endroits du pays, aux services de secours, aux hôpitaux, elle se base précisément sur ces plans opérationnels. L'armée y est entraînée, elle est préparée. Rappelez-vous son implication en Inde, au Népal, à Haïti ces dernières années, et elle dispose surtout des ressources humaines, technologiques même. Je pense à l'unité 8200 qui développe actuellement des algorithmes qui permettent d'analyser la propagation du virus dans d'autres pays. Tout cela montre en fait que l'armée peut gérer quasiment à elle seule l'intégralité de cette crise sanitaire. Et c'est donc ce que réclame, pour l'instant en vain, le ministre de la Défense, Naftali Bennett. Alors pourquoi en vain ? Pourquoi finalement, dans cette situation qui est réellement une situation de crise, où l'on voit qu'il y a des risques, par exemple, que la propagation du virus soit incontrôlée, en tout particulier, par exemple, dans la ville de Bnei Brak, pourquoi c'est-il si difficile au sein du gouvernement de prendre une telle décision ? Parce que tout n'est que politique, tout est politique en fait. Celui qui est en première ligne depuis le début de cette crise, c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il est dans son rôle, comme à son habitude, il est rassurant, il donne l'air de comprendre les enjeux de la crise. Il a même parfois ce ton un peu paternaliste à l'égard des Israéliens pour leur faire comprendre que la victoire contre ce coronavirus dépend aussi, et peut-être d'abord, de leur discipline. Netanyahou sait que si la crise s'achève rapidement, qu'il n'y a pas trop de victimes, que l'économie redémarre rapidement, il en récoltera les fruits politiques. Et pour Bennett, le calcul, c'est le même. C'est une crise pour le moment bien gérée, malgré quelques difficultés dont on a entendu, notamment pour décupler le nombre de dépistages quotidiens. Mais ça reste une crise à la mesure des capacités qui sont les siennes en tant que ministre de la Défense. Et il sait qu'il peut en tirer un bénéfice politique au moment où sa place, elle est menacée, vous le savez, par Gabi Ashkenazi. Ses jours comme ministre de la Défense ont peut-être même compté, Daniel. Alors justement, je voudrais revenir sur l'implication de Tsahal dans les différents secteurs. On a beaucoup parlé ces 2 derniers jours des problèmes liés aux tests de dépistage. Il y avait une sorte de pic en fin de semaine dernière ou ces derniers jours, mercredi, jeudi, avec entre 6 et 8 000 tests de dépistage qui avaient été réalisés par le ministère de la Santé avec le concours du Magen David Adom. Et là, on a replongé à une moyenne autour de 3 à 4 000 tests apparemment en fin de semaine dernière. Est-ce que par exemple, dans le domaine précis des tests de dépistage, l'armée aurait pu être beaucoup plus efficace que ne l'est le ministère de la Santé ? Oui, parce que l'armée a des stocks d'urgence, parce que l'armée a également des relations avec d'autres armées étrangères qui lui permettent, dans ce genre de configuration, de faire appel à elle pour pouvoir obtenir des stocks, par exemple de coton, de masques.
ces éléments qui manquent, qui ont tant manqué à Israël et à d'autres pays ces dernières semaines pour appréhender plus rapidement cette crise. Mais effectivement, l'armée a l'expérience pour passer à la vitesse supérieure, Daniel. Alors, qu'est-ce qui, en dehors du, on va dire en dehors du problème politique, est-ce qu'il y a, on voit malgré tout que l'armée est de plus en plus impliquée. Quels sont les secteurs où, on va dire, son implication va être accentuée au cours des prochains jours, d'après vous? Eh bien, ce dont on parle le plus, ce sont ces centaines de militaires qui ont été formés dans une base du nord du pays ces dernières semaines pour patrouiller aux côtés de la police et des gardes frontières pour permettre de faire respecter, notamment dans les quartiers haridim, les quartiers orthodoxes, cette situation quasiment de couvre-feu, cette situation qui pour l'instant est très instable, qui provoque beaucoup de tensions. Alors, sachez-le, Daniel, dans toutes les villes ou dans tous les quartiers où l'armée israélienne est développée, vous ne verrez pas forcément des soldats en uniforme, à la demande même du ministère de la Défense pour éviter des frictions. Mais ce qui prouve que ce qui manque d'abord aux autorités, c'est de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, l'armée israélienne peut la proposer, puisque les forces actives de l'armée israélienne, c'est 170 000 hommes. Et je ne vous parle pas évidemment du corps de réserve qui pourrait permettre à l'armée israélienne de déployer presque 500 000 hommes dans tout le pays si l'ordre était donné par Benjamin Netanyahou. Alors, une autre question, on a parlé beaucoup de la centralité des tests de dépistage, mais il y a aussi une question qui préoccupe, c'est le nombre de malades sérieux qui grandit, qui augmente, et avec lui, le nombre de personnes qui ont besoin d'une assistance respiratoire. On a jusqu'à présent comptabilisé le nombre d'appareils respiratoires dans les hôpitaux israéliens, autour de 3000 apparemment, peut-être avec un surplus qui a été acquis au cours des dernières semaines, des derniers jours, par le Mossad ou par d'autres organismes. Mais on n'a jamais parlé de ce dont on va dire l'armée ou le département médical de l'armée dispose. Est-ce qu'il dispose aussi, par exemple, d'appareils respiratoires? Oui, ces fameux respirateurs artificiels, eh bien l'armée israélienne en compterait près de 2000 et des efforts. 2000, c'est quasiment presque, c'est 2/3 de ce que disposent les services de santé publique dans tous les hôpitaux. Oui, mais Daniel, aussi absurde que cela puisse paraître, tant qu'il n'y a pas un ordre du gouvernement de faire sortir ces respirateurs artificiels des stocks ou des hangars de l'armée israélienne, et bien pour l'instant, ces respirateurs ne sont pas utilisés. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour l'instant, il n'y a pas besoin d'un nombre aussi important de respirateurs, parce que le nombre de malades graves ou de malades ayant des difficultés respiratoires reste relativement limité, mais cette situation peut évidemment arriver. Mais ça peut paraître stupéfiant, c'est-à-dire que quand on fait le décompte des respirateurs artificiels, eh bien, jusqu'à présent, on n'entendait parler que des respirateurs dans les hôpitaux et pas dans l'armée, alors qu'il y a dans l'armée aussi des réserves extrêmement importantes. Oui, d'ailleurs, c'est l'un des reproches qui est adressé au ministère de la Santé dans cette crise, qui n'a pas forcément évalué avec exactitude les réelles capacités du pays et des différents organes qui le composent comme l'armée israélienne pour gérer cette crise, avant même que des commandes parfois coûteuses soient exécutées à l'étranger dans d'autres pays. On a vu que les services secrets israéliens du Mossad ont été directement impliqués dans plusieurs opérations, notamment celle qui a permis d'importer des kits de dépistage en provenance d'un pays du Golfe. S'il y avait eu une meilleure évaluation dès le départ, peut-être que ces achats n'auraient peut-être pas eu lieu. Tout ça est lié à une espèce de bureaucratie complètement inappropriée à la crise qui est en train de se jouer. C'est lié aussi, à votre avis, au marasme politique actuel, au fait qu'on n'arrive pas finalement encore à former ce gouvernement d'urgence nationale? Oui, et parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi cette défiance entre Naftali Bennett et Benjamin Netanyahou, qui ne date pas d'hier, qui ne date pas de cette crise du coronavirus. Encore une fois, en tant que ministre de la Défense, Naftali Bennett n'est rien d'autre que le chef des armées. Il a à sa disposition des centaines de milliers d'hommes capables d'occuper le terrain si nécessaire, des stocks d'urgence qui ont été préparés en cas de guerre, y compris de la nourriture et des médicaments qui n'attendent que d'être distribués à la population si besoin, et bien sûr de matériel médical comme ces respirateurs. Et je n'ai même pas parlé, Daniel,
de ces hôpitaux de campagne qui ont servi dans tant de théâtres de catastrophes à l'étranger, qui sont pour l'instant pliés dans des hangars et qui n'ont pas été utilisés, et qui feraient beaucoup de bien aux hôpitaux et aux services. Qui pourraient être utilisés combien de temps faut-il pour monter un hôpital de campagne ? Il faut à peu près 48 heures, ce sont les capacités en tout cas du Picouda Aoref en Israël. Et ce n'est pas qu'il y a une nécessité absolue pour l'instant d'utiliser ces hôpitaux de campagne, Daniel, mais vous avez des équipes médicales qui travaillent d'arrache-pied depuis déjà près d'un mois en Israël, dans les hôpitaux du pays, qui sont pour certaines épuisées. Vous avez toute une partie du personnel médical, des infirmières et des médecins qui ont été placés en isolement parce qu'ils ont été au contact de malades, et de ce fait, le personnel médical a été ça veut dire par exemple, Maxime, il y a pas par exemple, vous savez on le sait tous, il y a des infirmiers militaires qui ont la capacité de faire des perfusions et même plus, et qui sont souvent très expérimentés. Ces infirmiers militaires, qu'ils soient de réserve ou du contingent, et bien pour l'instant ils sont chez eux tranquilles dans les bases militaires, ou alors chez eux, ils ne sont pas mobilisés. Alors, certains de ce personnel, qui est un personnel de réserve, travaillent actuellement parce que c'est leur fonction dans la vie civile dans ces mêmes hôpitaux, mais il y a évidemment des milliers d'autres médecins et d'infirmiers dont ce sont les capacités, dont c'est l'occupation au quotidien dans l'unité de Picouda Aoref de l'armée israélienne, qui sont parfois envoyés à l'étranger et qui le reste du temps s'entraînent ici en Israël, s'exercent à ce genre de scénario et qui sont prêts, qui ont l'expérience pour agir. Daniel, si vous le permettez, je voudrais juste revenir sur une question que vous m'avez posée tout à l'heure, à laquelle j'ai omis de répondre. La clé dans cette crise, puisqu'on a parlé de dépistage et de tests qui étaient en baisse pendant ce Shabbat, c'est d'arriver à un résultat au minimum de 30 000 tests par jour pour pouvoir envisager un retour progressif à la normale. Or, aujourd'hui, à quelques jours des fêtes de Pessah, nous sommes encore assez loin du compte, avec une moyenne de 8 à 10 000 tests. Alors, je voudrais maintenant que l'on dise un mot sur ce qui se passe dans l'autorité palestinienne, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, il faut avouer, bien, même dans la presse israélienne, on ne suit pas beaucoup ce qui se passe pas loin de chez nous, on va dire, et même, par exemple, nous sommes ici à Jérusalem, à quelques centaines de mètres d'ici, de l'autre côté, du côté des Palestiniens, eh bien, il semble qu'il y ait tout de même une contamination, une propagation du virus. Est-ce que, de ce que vous savez, l'autorité palestinienne gère en étroite coordination avec les services, que ce soit les services civils ou les services militaires israéliens, la crise, ou alors eh bien, là-bas, il pourrait y avoir un risque de propagation massive? Alors, quand on parle de la situation avec les Palestiniens, il faut distinguer ce qui se passe dans les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne, en Judée-Samarie, et ce qui se passe dans la bande de Gaza. Pour l'instant, dans les zones de l'autorité palestinienne, on compte à peu près 200 malades, un seul décès jusqu'ici. Pour l'instant, la crise est contenue, les hôpitaux sont prêts, il y a même eu des hôtels qui ont été, comme en Israël, aménagés pour accueillir des malades ou des personnes susceptibles d'être contaminées parce qu'elles ont été en contact avec des gens porteurs du coronavirus. Mais très vite, comme en Israël, on a pris des dispositions côté palestinien. Le risque, évidemment, existe, mais là, aujourd'hui, si l'on peut dire, là, il n'y a plus de passage entre Israël et ces mêmes territoires. Et ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a 40 000 travailleurs palestiniens qui sont actuellement presque illégalement présents en Israël, qui dorment dans des chantiers en attendant que, évidemment, les travaux reprennent. L'activité, pour l'instant, économique du pays ne le permet pas, mais pour l'instant, on a fait le choix de les garder pour éviter un effondrement du marché immobilier quand l'activité reprendra, ou pour éviter justement que cette crise ne perdure. Et puis, ça, c'est le premier aspect, Daniel. Et puis, il y a la bande de Gaza, où là, c'est beaucoup plus critique, évidemment. Pour l'instant, on a à peu près une dizaine de malades. Mais évidemment, les hôpitaux de Gaza n'ont pas la capacité de faire face à une pandémie, à une crise sanitaire extrêmement grave. Et d'ailleurs, le Hamas a très vite fait comprendre à Israël qu'en cas de propagation du virus, eh bien, Israël en paierait le prix, évidemment, par la force militaire, par des tirs de roquettes. Ça a été dit par Yahya Sinwar ces derniers jours. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de Gaza, évidemment, il y a un souci côté israélien de faire impliquer des acteurs de la région et même l'ONU, l'Union européenne, pour essayer d'apporter du matériel médical à Gaza pour anticiper éventuellement une propagation du virus. Et pour ce qui est de la Judée-Samarie, il y a actuellement une cellule de crise commune qui se réunit de temps à autre
à Ramallah ou dans la base ou dans une base militaire israélienne près de Bethel pour évaluer en temps réel l'évaluation de l'état de propagation du virus dans les territoires palestiniens et agir en conséquence pour éviter évidemment de se laisser déborder. Eh bien, Maxime Pérez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était extrêmement important d'avoir votre estimation, votre évaluation par rapport à ce qui se passe au niveau de l'armée israélienne. Et la conclusion de vos propos, c'est que finalement, l'armée israélienne pourrait être bien plus impliquée massivement dans la lutte contre le coronavirus qu'elle ne l'est actuellement. Et il faut espérer, d'une certaine manière, qu'elle le soit plus rapidement pour venir à bout ou tenter de venir à bout de cette épidémie. Merci beaucoup, Maxime Pérez, d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, bonne santé. Bonne journée, Daniel.